Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Politiquement Vôtre, dans lequel j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Emmanuel Razavi, journaliste et grand reporter chevronné, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de plusieurs livres, dont le dernier, La face cachée des Mollahs, qui offre un éclairage précieux sur les rouages internes du régime iranien et ses ambitions géopolitiques. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des récentes frappes israéliennes sur le système de défense aérienne en Iran, qui marque une étape importante dans la confrontation entre les deux pays. Et votre expertise, en fait, nous paraît vraiment essentielle pour comprendre les enjeux de cette escalade dans un contexte où le programme nucléaire iranien continue de progresser et où les tensions régionales s'intensifient. Voilà, j'aimerais que vous nous éclairiez sur la manière dont ces dynamiques influencent la stabilité régionale et peut-être même mondiale. Alors tout d'abord, j'aimerais, Emmanuel, avoir votre avis sur l'approche tactique et stratégique d'Israël qui, même si les dernières frappes ont porté un coup dur au système de défense aérienne en Iran, semble être restée sur une retenue calculée tout en ayant envoyé un message fort à Téhéran. Je crois qu'il y a deux façons en fait de voir l'attaque israélienne en fait sur l'Iran. D'abord, que vous l'avez dit, c'est une riposte. D'ailleurs, c'est pas tant une attaque qu'une riposte. C'est vrai. Il y a deux façons en fait de le voir parce qu'il y a déjà la dimension politique ou diplomatique. Joe Biden, en tout cas les États-Unis, ne souhaitaient pas qu'il y ait une réponse de la part d'Israël qui soit trop forte. Notamment, Biden ne voulait pas qu'Israël aille frapper les sites nucléaires ou pétroliers. Bon, a priori, c'est ce qui a été fait. Je dis a priori parce que toutes les heures, on en découvre en fait, voilà. Mais en revanche, on voit bien que par contre, sur le plan militaire, purement tactique, Israël a ciblé quand même des radars, a ciblé des missiles solaires, des installations donc de missiles, une fabrique en fait de, comment dire aussi, de carburant solide pour les missiles. En clair, on a l'impression quand même qu'on assiste à une espèce pardonnez-moi l'expression, mais de mise en bouche. C'est-à-dire que Israël en fait a fait en sorte de paralyser une partie en tout cas du système de défense iranien. Donc c'est pas rien, c'est quand même très important. Ce qui pourrait servir à une deuxième frappe. Alors je parle au conditionnel parce que de part et d'autre, tout le monde dit visiblement que c'est terminé. Enfin, à l'exception des intégristes, des plus durs en fait en Iran, qui parlent eux d'aller frapper à nouveau Israël quand même depuis quelques heures. Il y a une élection qui se joue aux États-Unis, vous le savez. On peut imaginer, alors je suis pas futurologue, je ne sais pas qui sera élu évidemment, mais on peut imaginer que c'était Donald Trump. En tout cas, Israël pourrait se trouver désengagé de sa parole vis-à-vis, en tout cas, de Biden. En tout cas, ce Mhm. qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu de survie. Moi, je n'imagine pas, mais alors peut-être que je dis faux, mais je n'imagine pas qu'on laisse la République islamique d'Iran continuer à survivre au-delà. Je parle bien de République islamique d'Iran d'ailleurs, pas Bien d'Iran. sûr, bien C'est un sûr, peu comme le régime de Vichy pour les Iraniens, c'est une parenthèse bien dans sûr. l'histoire de Ouais, l'Iran. ouais. Voilà, qu'on la laisse survivre plus longtemps parce que vous parliez de stabilité ou d'instabilité au Moyen-Orient, elle est le noyau dur qui crée l'instabilité, bien sûr, au Moyen-Orient, mais je pense d'une certaine manière aussi en Occident, dans les grandes démocraties. Évidemment, c'est ce que je disais, peut-être même mondial. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure d'une réaction, oui ou non, de la part de l'Iran. Dans la face cachée des mollahs, vous explorez les dynamiques internes des élites politiques iraniennes. Selon vous, justement, dans quelle mesure les dirigeants iraniens, en particulier au sein des gardiens de la révolution, pourraient décider de ne pas riposter? Moi, vu d'ici, ça me paraît quelque chose d'inimaginable, ne serait-ce que pour, vous savez, on est dans une région, nous ici en Israël, où quand même il faut montrer sa force. Alors, vous avez raison, c'est une réalité, et en Iran, bien évidemment, il faut montrer sa force, mais après, vous avez deux tendances au sein du régime iranien. Vous avez la tendance, on appelle souvent les khomeïnistes, ceux qui sont issus, si vous voulez, comment dire, de la révolution islamique de 1979. Mhm. Ils sont, comment dire, c'est une branche en fait très à la fois messianique, apocalyptique. Enfin, ces gens-là sont partisans du djihad global. Il faut entendre ce que je dis parce que le djihad global, ça a été théorisé par l'ayatollah Khomeini dans les années 70. Et lorsqu'il a pris le pouvoir en Iran,
il a fait, comment dire, il a intégré au préambule de la Constitution de la République islamique d'Iran. Et ce sont les gardiens de la révolution, si vous lisez la Constitution iranienne, de la République islamique, ce sont les gardiens de la révolution qui sont en fait le bras armé, si je puis dire, de ce djihad global. C'est pas du tout une vue de l'esprit, hein. Ça a été théorisé, il faut aller lire les archives, hein, les textes de Khomeini, et c'est bien inscrit dans le préambule de la Constitution de la République islamique. Ces gens-là veulent détruire Israël. C'est clair, et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'ils considèrent que Israël, c'est une première étape, hein. Je parle des textes, moi encore, hein. C'est-à-dire que Mhm. c'est même pas de l'analyse que je fais, hein. C'est écrit, c'est que la première Ah oui. étape est Israël, et doit venir ensuite, donc, l'Occident, en clair. Khomeini parle dans ses textes des années 70 des pays non musulmans. D'accord. Il considère que la Palestine, en clair, c'est une terre musulmane qu'il faut, dans son jargon en tout cas, libérer, et qu'à partir de là, bien évidemment, ce sera l'Europe, ce sera. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, les gens qui analysent très souvent en fait le conflit entre Israël et l'Iran ne connaissent pas ces textes-là. En tout cas, en France, je le vois. Donc, ils ont une lecture très occidentale. Là-dessus, ils se trompent. Face à ces khoménistes, vous avez une autre tendance qui est une tendance qu'on appelle en France, comment dire, les réformateurs. Alors les réformateurs, qui sont-ils? Bah, les réformateurs, c'est avant tout une mafia, en fait. Ils se sont constitués en cartel. Avec le Hezbollah qui est au sud du Liban et le corps des gardiens de la Révolution, notamment des dirigeants, des hauts dignitaires de la force Al-Quds, ils ont mis en place depuis une trentaine d'années, si vous voulez, un cartel mafieux que la DEA, hein, les agents de la DEA, considèrent comme étant un des plus importants cartels mafieux au monde, il faut le dire, Mhm. où il y a un mélange en fait d'idéologie islamiste et comment dire de deals à grande échelle de drogue. Pour vous donner un chiffre, on considère aujourd'hui que le comment dire le Hezbollah avec les gardiens de la Révolution et le Parti des réformateurs tiennent à peu près 20% du trafic Oui, de cocaïne dans le monde. C'est quand même pas rien. c'est énorme, Voilà, là encore, évidemment. bon, on entend des gens sur certains plateaux de télévision nous expliquer que les réformateurs sont des progressistes. Alors pas du tout, ils sont aussi islamistes que les autres. Ils sont peut-être un peu plus souples, si vous voulez, sur certaines questions comme le voile. La réalité, c'est que ce sont des gens qui ont du sang sur les mains. Je vais faire une parenthèse Mhm. aux auditeurs. Dans le mois qui a suivi l'élection de Massoud Pezeshkian, c'est le nouveau président iranien, qui est un Oui, réformateur. Il y a eu oui, plus de 100 exécutions en Iran. Donc, ce sont des assassins et des marchands de drogue. Ces gens-là évidemment. considèrent que un conflit avec Israël, c'est mauvais pour le business. Et ils sont plutôt partisans, en fait, comment dire, de lâcher un peu de lâcher un peu la bride. Mais c'est des gens qui font du terrorisme parallèlement. Et donc, il faut jamais oublier que ils sont pas pour un conflit ouvert, mais qu'en revanche, ils tiennent tous les proxys, à commencer par le Hezbollah au Liban, et notamment toute la chaîne, en fait, qui fait du terrorisme pour le compte de l'Iran. Alors là, on a vu avec l'affaiblissement du Hezbollah, également avec l'attaque finalement, j'ai envie de dire presque les doigts dans le nez d'Israël sur l'Iran en fin de semaine dernière, euh, on a l'impression euh, que le régime des Mollahs a quelques failles en ce moment. Est-ce que vous pensez que ces vulnérabilités pourraient être exploitées justement par les opposants au régime, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour tenter de le renverser? Et si oui, donc est-ce que vous pensez qu'il existe, qu'une telle possibilité existe? Et si oui, quelles seraient selon vous les conditions nécessaires pour que cela puisse aboutir? Est-ce qu'Israël peut jouer un rôle et peut être un facteur déclenchant? Alors, si vous le permettez, je ne vais pas vous dire tant ce que je pense que ce qui m'est dit plutôt par les oppositions iraniennes avec lesquelles je discute. Alors, j'ai discuté là ces derniers jours avec les Kurdes du Komeleh, qui est le mouvement historique, l'organisation historique kurde, également avec les monarchistes, et puis ce qu'on appelle, comment dire, les libéraux de gauche, si vous voulez. Mhm. Ces trois groupes, en fait, disent qu'ils attendent d'Israël des frappes sur des sites militaires, concrètement. Alors, ce que je vous dis encore une fois, hein, c'est ce qui m'est dit par leurs représentants. Donc, ils D'accord. disent que si Israël ne cible pas les sites nucléaires, ne cible pas en fait les sites pétroliers, et je vais vous expliquer pourquoi, mais se contente de cibler, de frapper en fait les bases des gardiens de la Révolution, donc des bases d'Aran, mais aussi de l'armée nationale iranienne, Artesh, qu'à ce moment-là, ça pourrait les conduire à redescendre dans la rue, comme ils l'ont fait il y a 2 ans, pour faire en sorte de renverser en fait le régime. Alors, il y a quand même quelques limites à tout ça, c'est que les Kurdes disent nous, on s'occupera du Kurdistan et on n'agira pas en dehors des frontières de notre province.
Voilà. De l'autre côté, il faut comprendre que les Iraniens, même s'ils descendent dans la rue, ils n'ont pas d'armes, les Iraniens, alors qu'en face, ils vont avoir des gens qui sont des des tueurs, hein, que ce soit les Pasdaran, le Basij, etc. Mhm. Donc, en clair, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, ils attendent un signal fort de la part de l'extérieur pour les aider à renverser le régime, et que là, oui, évidemment, ils prendront ces risques. Des jeunes Iraniens, moi, avec qui je discutais il y a quelque temps, me disaient de toute façon, on va mourir d'une façon ou d'une autre, parce que si on ne meurt pas face au fusil des gardiens de la Révolution, on mourra de faim, puisque vous savez qu'en Iran, un Iranien sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'ont plus de quoi se nourrir, hein. Vous avez Mhm. quasiment 50% des Iraniens qui ne se nourrissent pas plus d'une fois par jour aujourd'hui. Vous avez deux tiers Ah, de waouh. l'Iran qui est privé d'accès à l'eau potable. Enfin, on parle d'un pays qui est au bout du bout du bout du rouleau. Bien sûr, beaucoup d'argent grâce à la manne pétrolière. C'est ce que L'argent est j'allais vous détourné. demander. Où est tout cet argent des 20% du Alors, trafic de drogue mondiale? l'argent, en fait, si vous voulez, depuis la fin de la guerre Iran-Irak, les gardiens de la Révolution ont mis en place des systèmes de détournement en fait d'argent de Mhm. la rente pétrolière, d'une part, pas que, y compris des trafics de drogue. En fait, tout cet argent, au départ, dans les années 90, a commencé à être investi dans des programmes, comment dire, de construction, de promotion, en fait. Immobilière, notamment. Alors, ça a commencé par la Turquie, et puis maintenant, il y en a dans des dizaines de pays à travers le monde. Il y a pas mal d'argent au Venezuela aussi. Mhm. Mais même en France, hein, vous avez aujourd'hui des dignitaires iraniens qui placent de l'argent, malgré les sanctions, en fait, qui contournent les sanctions. Ouais, Il y a tout ouais, ouais. un réseau, en fait, tout un parcours, je l'explique dans mon livre, bancaire pour arriver à contourner les sanctions Mhm. au Canada, par exemple. Et si vous voulez, cet argent du pétrole, en fait, les Iraniens, ils n'en voient pas la couleur, comme il est détourné, D'accord. très clairement, et qui sort d'Iran par des biais détournés. Donc l'Iran n'en profite pas, mais ça va très loin, si vous voulez. Quand vous regardez les canalisations, par exemple, d'eau en Iran, depuis la Révolution, elles n'ont jamais été entretenues. En fait, c'est les mêmes Mhm. canalisations toujours que du temps en fait du Shah. Donc Du ça chat. contribue aussi, si vous voulez, à pourrir en fait la qualité en fait de l'eau, hein. Il y a De vie, et l'assèchement oui. des nappes phréatiques. C'est un régime, en fait, il faut être très clair, c'est un régime de bandits. C'est-à-dire que sous le côté idéologique, si vous voulez, c'est vraiment une mafia qui a mis la main en fait Mhm. sur Et, l'Iran. et surtout derrière, enfin, sous le côté religieux, parce que ça devrait être garant d'une certaine morale en général, la religion. Oui, mais vous savez pertinemment que de toute façon, comment dire, le côté religieux, si vous voulez, ce que j'explique dans le livre, hein, l'ayatollah Khomeini voulait faire tomber le Shah d'Iran parce que le Shah d'Iran, dans les années 60, avait lancé ce qu'on appelait la Révolution blanche. C'est-à-dire qu'il Mhm. a acheté à vil prix, si vous voulez, de force, les propriétés des religieux pour les redistribuer. Contrairement à ce qu'on raconte, hein, d'ailleurs en France, très souvent en Occident, le Shah d'Iran, on peut lui reprocher plein de choses, hein, mais il avait plutôt une vision de centre-gauche, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il fallait redistribuer les terres aux plus pauvres. Khomeini ne lui a pas pardonné parce que les mollahs, les ayatollahs, en fait, dans le monde rural iranien, jouissaient, en fait, depuis le Moyen Âge, de beaucoup, en fait, de droits, de passe-droits même, je dirais. Ils étaient riches, hein, les propriétés terriennes qu'ils avaient leur garantissaient une certaine richesse. Et en fait, si vous voulez, la revanche, en fait, des mollahs, c'est une revanche sur le pognon, en fait, hein. Il faut appeler un chat un chat. Je dis ça parce que moi, j'enquête beaucoup sur le terrain. Vous l'avez rappelé, mon métier, c'est d'être Bien reporter, sûr. reporter. Mais quand j'ai fait ce livre, je me suis attelé à aller fouiller dans les archives. Donc j'ai passé un temps infini à Ouais. me replonger dans les archives des années 50, 60, 70 pour comprendre. J'ai relu, enfin j'ai lu, même pas relu, parce qu'il y a des textes que je ne connaissais pas, que j'ai découvert de Khomeini, qui sont très, enfin, inconnus. Je veux dire, il n'y a quasiment pas un chercheur aujourd'hui en France qui connaît ces textes-là. Quand je vous parle du djihad global, c'est pas une vue de l'esprit, c'est lui qui Non, écrit non, c'est ce que. ça. Ouais. Et Ouais, donc, ouais. on se rend compte qu'en fait, oui, évidemment, ce sont des religieux, mais ce sont des religieux qui sont aussi constitués déjà à l'époque un peu encore mafieux, très clairement. Mhm. Khomeini, en plus, il faut le rappeler à vos auditeurs, c'est un type qui est fasciné par les discours d'Adolf Hitler aussi. Donc, vous voyez, c'est un espèce de mélange, en fait, de Khomeini, c'est un fou, hein, clairement, qui Ouais. va mettre en place. On peut le comparer par certains côtés, hein. Moi, je compare souvent le régime islamique, hein, au régime nazi pour plein de raisons. Les gardiens de la Révolution, la milice. Vous savez, cette milice qui est à la fois religieuse et en même temps le bras armé, en fait, du régime, c'est l'équivalent de la SS, hein, très clairement. Ouais, C'est ouais. pas par C'est hasard terrible. C'est terrible, qu'il évidemment. s'inspire. Évidemment. Voilà. Et je dirais, c'est juste pour faire une parenthèse, que très souvent, d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète dans ce que j'entends, les gens qui vont analyser le régime en fait iranien ne connaissent pas ça, notamment ces derniers défenseurs au sein de l'extrême gauche française. Il ferait bien d'aller, comment dire, se cultiver un peu avant de savoir de quoi il parle. Ouais. Et d'après vous, quelle proportion de la population
iranienne, quelle proportion estimez-vous enfin, dans quelle proportion l'estimez-vous opposée au régime? Parce qu'ici en Israël, on a des spécialistes euh, de l'Iran qui nous parlent de 30% de durs, 30% de réformateurs, 30% de libéraux et de laïcs. Est-ce que Alors, ça je vous paraît peux quelque vous chose dire, de c'est réaliste? qu'il y a une étude qui a été faite il y a un peu plus d'un an à la demande d'Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, qui a demandé au Basij. Le Basij, si vous voulez, c'est la milice civile du corps des gardiens de la Révolution, qui a un service de renseignement, de faire une étude sur la façon dont les Iraniens voyaient la République islamique. 71% révélé cette étude des Iraniens sont contre, n'en veulent plus. Ah, Donc, on waouh. arrive à ce 30%, 70% éventuellement, mais c'était ça il y a déjà plus d'un an. Mais les Iraniens sont extraordinaires parce que finalement, même si c'est une étude qui a été menée par les gardiens de la Révolution, ils n'avaient pas peur de répondre ça. J'aurais pu Non, parce penser que, que... vous savez, les Iraniens, vous le voyez de toute façon sur les réseaux sociaux, dans les rues, en fait, ils n'ont pas peur. Oui, oui, C'est une c'est population, très oui, c'est une étonnant. population, je le crois, moi, assez courageuse, c'est extraordinaire. Après, Ouais, ouais. sur le côté, il y a 30% de réformateurs. Ça, c'est, à mon avis, c'est faux. Euh, Hmm. Aujourd'hui, les Iraniens, majoritairement, considèrent que réformateurs ou conservateurs, ce C'est sont la les même deux faces chose. d'une même pièce. Ouais. Donc, en Mhm. général, quand ils critiquent le régime, ils considèrent que les réformateurs font partie. Ils ont raison du régime. Le président Masoud Pezeshkian, il est réformateur. Donc, c'est plutôt 30, de ce que je vois, moi, en tout cas, dans mes enquêtes, mais je ne suis pas un institut de sondage, donc, mais en tout cas, de ce que je vois dans mes enquêtes, dans les chiffres qui sont issus, en fait, de la République islamique elle-même, comme cette fameuse prospective qui a été faite par le Basij, aujourd'hui, 70% des Iraniens, à minima, ne veulent plus de ce régime. Ils ne Ouais. veulent pas des conservateurs non plus. Ils considèrent que ce sont des assassins et des mafieux. Et dans l'hypothèse extraordinaire et pas utopique finalement, optimiste, où le peuple iranien arrive en se soulevant à faire tomber le régime des Mollahs, est-ce que le retour de la famille Pahlavi, et notamment de Reza Pahlavi, est-ce que c'est pour vous une hypothèse réaliste? Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous donner mon avis, je vais vous donner plutôt des chiffres, parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant. Et il y a un institut qui s'appelle l'Institut Gaman, qui il y a un peu plus d'un an, c'est pareil, je crois un an et demi, a fait une prospective. On ne peut pas faire de sondage en Iran, mais par un système, par Internet, en fait, ils ont réussi à interroger, je crois, hein, un panel d'environ 200 000 Iraniens. La personnalité préférée des Iraniens dans cette étude a pas loin de 40%, c'était Reza Pahlavi. Donc c'était lui qui arrivait en premier. Je crois aujourd'hui, moi j'ai interviewé Reza Pahlavi pour Paris Match récemment, enfin récemment, c'était avant l'été. Il dit que lui aujourd'hui, il n'a pas l'intention de restaurer la monarchie. Il dit simplement qu'il se pose en tant que chef, si vous voulez, de l'opposition pour une période de transition, qu'il souhaite accompagner une transition politique en fait en Iran et qu'après c'est au peuple iranien de se déterminer sur ce qu'il veut, sur une démocratie, une monarchie parlementaire, mais qui sera de toute façon une démocratie. Donc pour le moment, si vous voulez, je le vois plutôt très prudent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'organise extrêmement bien, contrairement aux inepties que j'entends parfois, comment dire, dans la bouche de certains diplomates français. Reza Pahlavi, très clairement, est en train de parler à toutes les tendances des oppositions iraniennes, peut-être à l'exception des Moudjahidines du peuple extrême gauche, qui ne veut, qui a pas envie, mais en tout cas, il se montre assez ouvert. Je peux vous dire que de ce que je vois, parce que c'est un mouvement comme les Kurdes, je suis tous les mouvements, moi, de l'opposition iranienne, Ouais. hyper actif en ce moment. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, il faut vraiment le prendre très au sérieux. J'ai lu ce week-end dans un grand journal français l'analyse d'un ancien diplomate qui aurait mieux fait de se taire, français, qui dit que personne ne veut de Reza Pahlavi en Iran. C'est une idiotie sans nom. Vous avez plein de vidéos qui courent sur les réseaux sociaux où vous voyez des jeunes Iraniens qui taguent. Oui, c'est pour ça que je vous demande. J'ai Oui, vu oui, toutes bah, ces clairement, vidéos. aujourd'hui, Reza Pahlavi représente, en tout cas, alors je dis pas une alternative, il représente aujourd'hui, comment dire, le moment de la transition politique pour les Iraniens. Ouais, Et après, c'est à eux, ouais. c'est ce qu'il dit lui-même, c'est eux qui choisiront. Vous savez, Mhm. j'ai interviewé des jeunes Iraniens quand je faisais le livre, c'était assez intéressant. Alors, quand je dis jeunes Iraniens, c'était des moins de 30 ans, sur ce qu'ils pensaient de Pahlavi, parce qu'ils n'ont pas connu ces gens-là, en fait, hein, Exactement, les Pahlavi. exactement. Et en fait, c'était rigolo parce qu'ils parlent de Pahlavi, pas parce qu'ils sont monarchistes, pas du tout. En fait, ils disent, ah oui, mais du temps des Pahlavi, quand on regarde les photos, les vidéos, C'était les laïque. en mini-jupe, on pouvait aller Bah oui, c'est manger avec ça. sa copine ou boire un coup avec sa copine main dans la main. Et puis surtout, vous savez, c'est la fameuse légende des Rolling Stones. On avait les disques des Rolling Stones avant que vous les ayez.
En fait, Ouais, en c'est France, on dingue. les avait à Téhéran, et c'est ça qu'on veut. Et donc, Ouais, Reza c'est ça, Pahlavi, aujourd'hui, il extraordinaire. incarne ça, en fait, pour ces jeunes Iraniens. Donc, c'est pas tant la monarchie. Le Euh, retour de la liberté, finalement. oui, c'est ça, c'est C'est le ça mot qu'il liberté, incarne. vous avez raison, c'est le mot qui revient Ouais, toujours. Et puis comme il a grandi enfin, aux États-Unis, il incarne aussi, je crois, ce lien en fait entre l'Orient ouais. et l'Occident, L'Orient, l'Occident. vous savez, dont rêvent les Iraniens. Je suis d'origine iranienne, Évidemment. je vis dans une famille quand même essentiellement iranienne. Il y a toujours cette fascination à la fois pour la France, pour les États-Unis, et puis, on le dit jamais assez, mais les Iraniens, ils considèrent que les Juifs sont leurs cousins. On est élevé comme ça quand on est un petit Iranien dans une famille iranienne. C'est l'histoire de Cyrus le Grand qui va libérer le peuple juif de la déportation Oui, en 1600. évidemment. Tout ça, C'était ça ces deux peuples qui étaient finalement très proches. ah bah, c'est deux peuples qui sont toujours très proches. Enfin, moi, Ouais, écoutez, ouais, ouais. on dit dans une famille avec une culture quand même pour partie iranienne. Moi, je considère, j'ai grandi comme ça. Les Juifs sont mes Ouais. cousins, c'est-à-dire que je considère que c'est la même famille. Alors, Mais vous demanderez à ah, 80 millions, plus de 80 millions d'Iraniens, ils vous répondront la même chose. c'est Et c'est pour fou. ça que ce régime de la République islamique d'Iran, c'est un peu Vichy, c'est la parenthèse Ouais, ouais, ouais. Ouais, dans ouais, c'est une l'histoire de pareille. l'Iran. On espère qu'elle arrive à sa fin. Et justement, vous parliez des Juifs. On estime aujourd'hui à peu près à moins de 10 000, de 10 000 le nombre de Juifs vivant en Iran. Est-ce que vous sauriez nous dire dans quelles conditions ils vivent et si le régime est susceptible finalement de les prendre un petit peu en otage, de menacer de s'en prendre à eux si Israël va trop loin? Est-ce que vous Alors, si pensez vous que c'est voulez, possible, ça? bon, vous avez raison, il y a un peu moins de 10 000 juifs actuellement, en tout cas en Iran. Il y a une réalité, c'est qu'ils ont un représentant en fait au Parlement en fait iranien, mais en même temps, ça permet comment dire, à la République islamique de faire son storytelling, hein, qui est Ouais, repris à c'est une souhait caution. Ouais. par certains chercheurs qui expliquent que les juifs sont parfaitement libres en Iran. Sauf qu'ils ont Hmm. oublié de dire une chose, c'est qu'il se passe quasiment pas une année sans que des juifs soient arrêtés par la police secrète iranienne, condamnés à la pendaison étant accusés évidemment d'être des collaborateurs du Oui, Mossad, etc. Vrai, faux, on n'en sait rien. C'est des jugements à chaque fois qui sont menés enfin, n'importe comment, qui sont fabriqués de toutes pièces. Si vous voulez donc être juif en Iran aujourd'hui, c'est un risque très clairement. Alors, il y a certains juifs, il y a beaucoup de juifs qui ont fui l'Iran après la Révolution, qui ont choisi d'ailleurs pour certains d'entre eux de venir en Israël, d'autres qui ont choisi de venir en Europe ou aux États-Unis. Mais être juif aujourd'hui, évidemment, c'est un vrai risque. Quant à être pris en otage, écoutez, moi, je considère qu'ils sont déjà les otages de la République ouais, islamique depuis très longtemps. Voilà, je crois pas. Vous savez, la République islamique d'Iran, elle utilise de toute façon la diplomatie des otages, la diplomatie de la terreur depuis qu'elle s'est créée en 1979. évidemment. Il y a On est des dans un otages encore moment, voilà. en ce Aujourd'hui, elle moment même. représente un danger Évidemment. terrible, bien sûr, pour la survie d'Israël en tant que démocratie, mais je crois qu'elle représente un danger terrible pour l'ensemble de nos démocraties. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe depuis un an après le pogrom du 7 octobre, ce qui s'est passé dans les universités américaines, les universités européennes. Vous avez vu à Sciences Po, à la Sorbonne, ce qui se passe est extrêmement grave Bien aujourd'hui au sûr. sein de nos démocraties. Mm. Il faut que ce régime tombe. Évidemment. Je le dis, écoutez, sans aucun complexe, sans aucune retenue. Aujourd'hui, on a un Évidemment. totalitarisme religieux qui est à peu près l'équivalent du régime nazi dans la façon dont il s'est constitué. On ne peut plus, moi je considère qu'en tant que journaliste, on a un devoir de neutralité, mais en même temps, on a un devoir de ne pas être complètement con et de ne pas être complice non plus à un moment donné d'un totalitarisme religieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que les démocraties soutiennent. Alors, je parle des démocraties européennes, je parle de la démocratie états-unienne, évidemment. On est dans un moment, il n'y a pas de discussion à avoir. Il faut soutenir Israël. Soutenir Israël, c'est pas soutenir forcément Bibi, c'est soutenir une démocratie qui joue sa survie. Mhm. Si Israël Mhm. euh, tombe, croyez-moi, ça a été écrit encore une fois par Khomeini. Il faut vraiment renvoyer les chercheurs au texte de Khomeini, Bien sûr, bien garantir sûr, que ça viendra bien ensuite sûr. en Europe. De la même manière que finalement, là où Israël a un peu péché, c'est que les, les- le Hamas, le Hezbollah, ils disent ce qu'ils vont faire et nous, peut-être, on s'était un petit peu endormis, on avait un petit peu Oui, vous avez oublié de les raison. Et en croire. fait, c'est ça qui est terrible. Moi, j'ai passé, ça fait 30 ans que je suis journaliste, mais j'ai fait plus de 20 ans à couvrir le Moyen-Orient et je suis beaucoup allé dans les mouvements, enfin les organisations terroristes djihadistes. J'ai passé beaucoup de temps avec les talibans, avec le Hamas, j'ai fait les gens d'Al-Qaïda. Ils disent toujours, toujours, Toujours ce toujours qu'ils font. ce qu'ils vont faire. Leurs théoriciens l'ont Exactement. écrit. Il suffit Exactement. simplement de se reporter au texte. Moi, c'est pour ça, quand j'ai fait mon livre, vous voyez, en dehors des reportages que je fais pour les magazines qui m'emploient ou les chaînes de télévision, je voulais aller à l'essence même, comment dire, de la théorie ou des théories de Khomeini, mais c'est édifiant, c'est édifiant.
C'est un excellent travail. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que ce régime doit tomber. Le guide suprême, Ali Khamenei, fait l'objet de rumeurs persistantes sur son état de santé déclinant. Euh, Selon vous, quelles seraient les conséquences politiques et sociales de son éventuel décès sur le régime iranien et sur la lutte pour le pouvoir au sein des différentes factions en Alors, Iran? déjà, ça fait quand même de nombreuses années hein, qu'on dit qu'il a l'article de la Hmm, mort. Moi, je ne sais pas, dans mon entourage, ça doit faire au moins 5 ans que j'entends que dans ce c'est pays, vrai. il est mort. Donc voilà, de toute façon, si demain il meurt, il y a une succession qui va se jouer. Alors évidemment, aujourd'hui, la succession, elle est l'enjeu en fait d'une certaine discorde, c'est-à-dire entre les plus conservateurs, les khomeïnistes, et puis ceux qui sont plus réformateurs, mais qui sont des voyous, encore une fois, et des islamistes. Hein, je le reprécise pour vos auditeurs, Mhm. qu'il n'y ait pas de confusion. Je pense que tout ça révèle les fragilités en fait du régime. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entente au sein du régime iranien, il n'y a plus de cohésion. C'est pour ça que je dis que c'est aussi le moment, c'est la bonne fenêtre probablement pour renverser ce régime et qu'émerge ce que le peuple iranien souhaitera avoir après en termes de régime politique. Hein. C'est aux Bien Iraniens sûr, de bien décider. sûr, Mais en tout évidemment. cas, ce qui est sûr, c'est que le régime est affaibli et peu importe que Khamenei meure demain ou après-demain ou qu'il soit encore en vie, de toute façon, ce régime aujourd'hui est gangréné par des oppositions qui sont extrêmement profondes. Je le dis parce que moi, je vois, on est quelques journalistes à avoir beaucoup d'informations qui viennent de l'intérieur du régime. C'est des informations qu'on a aujourd'hui qu'on n'aurait jamais eues il y a 5 ou 6 ans. Parce que les Iraniens qui composent ce régime, la monarchie aujourd'hui, en fait, règle ses comptes. Et donc, ils font sortir beaucoup d'informations, les uns et les autres, pour se payer leurs adversaires. Comment on arrive, je ne suis pas le seul, à avoir des informations aujourd'hui sur tout le réseau mafieux en fait, que forment les mollahs et les gardiens de la Révolution? Simplement parce qu'il y a des règlements de compte et qui balancent. Ils se balancent, Voilà. ouais, ouais, ils se balancent entre Exactement. eux. Donc c'est un régime de Ouais. toute façon qui est extrêmement fragile aujourd'hui, je crois. Moi, pour moi, c'est un régime qui il finira par tomber parce qu'il est asphyxié. Disons que si on l'aide pas, ça prendra peut-être des mois, des années, je n'en sais rien. Mhm. Voilà, la fenêtre en tout cas Ouais. est Alors probablement là. on espère qu'on va les aider. Enfin, pour terminer, je voudrais aborder le sujet que vous avez publié dans une enquête il y a quelques jours sur le site Atlantico, où vous faites des révélations assez fracassantes sur l'entrisme iranien au cœur de l'extrême gauche française. Vous racontez comment le Parti communiste français a ouvert ses locaux à d'importantes personnalités liées à la République islamique d'Iran et comment les membres de la France insoumise, encore eux, entretiennent des liens avérés avec des activistes palestiniens proches des gardiens de la Révolution. En est-on déjà, selon vous, au stade où on peut évaluer l'impact de ces accointances, notamment en termes de sécurité et de valeurs démocratiques en France et au sein de la France insoumise, qui malheureusement a quand même pas mal de députés? Alors, si vous le permettez, avant de vous répondre, je voudrais dire que je ne suis pas le premier à sortir une enquête comme ça. Ça a été fait aux États-Unis. J'ai des confrères, on a des confrères qui l'année passée ont raconté sur le site d'information Sémaphore comment des agents d'influence iraniens avaient pénétré l'administration américaine. Il y a eu, il y a quelques mois, un de nos confrères, grand reporter, Francis Matteo, qui est en Espagne, qui a sorti aussi une affaire sur les universités espagnoles qui avait été aussi infiltré par des agents d'influence. Et donc, en France, effectivement, avec Atlantico, on a diffusé cette très longue enquête à partir du témoignage, notamment d'un ancien agent du contre-espionnage français qui a infiltré les gardiens de la Révolution pendant plusieurs années, qui nous a expliqué. Alors, c'est un franco-iranien, il s'appelle Mathieu Gadiri. Il nous a expliqué comment il avait infiltré d'abord le corps des gardiens de la Révolution et comment les services secrets des gardiens de la Révolution avaient essayé de pénétrer dès 1984 le Parti socialiste français pour y faire de l'influence. Tout ça a été déjoué par les services français qui leur ont refilé des informations qui étaient bidons 9 fois sur 10. Mais plus proche de nous, en 2014, et c'est ce que révèle d'ailleurs le site d'information Sémaphore il y a quelques mois, en 2014, le ministère des Affaires étrangères iranien avec les services secrets iraniens ont lancé une opération d'influence en direction en fait des États-Unis et de l'Europe. L'objectif, c'était notamment de toucher à la fois des chercheurs universitaires et des diplomates, surtout, pour leur passer des éléments de langage. Alors, un élément de langage, je vous en donne un exemple, hein, c'est si la République islamique d'Iran tombe, l'Iran deviendra un nouvel Irak. Quand on est iranien ou d'origine iranienne comme moi, qu'on connaît la sociologie iranienne,
Mhm. pertinemment que c'est débile de dire ça, c'est une ineptie. L'Iran ne ressemble en rien à l'Irak. La communauté iranienne, la population iranienne n'a rien à voir avec la population irakienne. D'abord, l'Irak, c'est un Irakienne. pays arabe. L'Iran n'est pas un pays arabe, hein, c'est la Perse, je vous apprends Évidemment, rien. évidemment. Mais surtout, c'est un pays qui est très jeune et les Iraniens, contrairement aux Irakiens, ont un passé commun avec, par exemple, les Juifs, avec Israël, si Mhm. vous voulez. Mhm. Enfin, tout ça, l'ineptie. Mais peu importe, cet élément de langage qui a été construit, en fait, depuis Téhéran, a été diffusé à l'ensemble des ambassades européennes pour que des conseillers culturels au sein de ces ambassades les diffusent dans leur déjeuner avec les journalistes, avec les chercheurs, avec les diplomates, etc., de façon à ce qu'à un moment donné, ça devienne une vérité. Vous savez, raconter 15 fois un mensonge, ça deviendra une vérité. Et Ouais. si vous voulez, tout ça, donc aujourd'hui, a conduit à un vrai problème, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui relaient une parole qui est fausse concernant la réalité sociologique et politique de l'Iran. Mais parallèlement en fait à ça, il y a eu aussi une opération en fait d'entrisme au sein du Parti communiste français et au sein, quand elle a été créée, de la France insoumise. Alors au sein du Parti communiste français, ça s'est passé comment? Ben, ce sont en fait des gens liés aux ambassades, alors à l'ambassade pardon d'Iran à Paris, qui sont allés donner des conférences, comment dire, dans les locaux du Parti communiste, notamment pour vendre l'image des réformateurs. Vous voyez, c'est presque des gens sympas, les réformateurs. On oublie qu'ils pendent des gens, qu'ils tiennent le cartel de enfin, qu'ils forment un cartel de la drogue. Bref, donc il y a eu ça. Chez les filles, ça a été pareil. Alors comment ça s'est opéré? En général, ça s'est opéré par un intermédiaire, par le Front populaire de libération de la Palestine, qui n'est pas du tout un mouvement islamiste, qui est un mouvement d'extrême gauche, Ouais. mais qui est financé en fait par Téhéran. Et c'est comme ça que la République islamique et ses services secrets ont mis en place, si vous voulez, ont tissé des liens avec la LFI, donc avec des gens qui sont à l'Assemblée nationale française, qui sont députés aujourd'hui. Rima Hassan, elle est eurodéputée. Donc, il y a un Bien sûr. scandale d'État. Moi, je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait C'est pas dingue. de réaction que ça aux enquêtes que nous sortons avec mes confrères. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je terminerai d'un mot là-dessus. Il a été décidé donc de faire un rapport. Il y a plusieurs chercheurs, journalistes français, dont je fais partie, qui se sont réunis et qui, sous la tutelle, sous la direction en fait de Gilles Platré, hein, qui n'est dans aucun parti, mais qui est le maire de Chalon-sur-Saône et qui est conseiller régional de Bourgogne, qui a été Mhm. confronté, lui, en Bourgogne, à l'entrisme islamique iranien. Donc, on a décidé de rédiger un rapport qu'on remettra au ministre de l'Intérieur, hein, qui en a été averti. Il y a eu des échanges avec lui, voilà, dans quelques mois, où voilà, sont cités les structures, les gens, enfin tous les relais de la République islamique d'Iran. Je le dis encore une fois parce que je remercie toujours mes confrères de beaucoup s'adresser à moi et de me laisser la parole, mais on est une dizaine hein, de journalistes et chercheurs à travailler ensemble là-dessus en France, mais il y en a aussi qui sont en Italie, aux États-Unis, en Angleterre. Voilà, tous ces gens voilà, collaborent et voilà, il est important de leur rendre aussi hommage. Eh bien, espérons que voilà, que ces études, ces rapports que vous mettrez dans les mains du ministre de l'Intérieur ne tombent pas dans les oubliettes et qu'ils soient pris au sérieux parce que finalement, on peut un petit peu s'inquiéter du climat en France à la suite des différentes déclarations du président Macron ces derniers jours et ces dernières semaines. Emmanuel Razavi, merci. Merci à vous. Le temps ben voilà, qui nous est imparti arrive à sa fin. Merci, c'est toujours vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Vos éclairages sont précieux sur des enjeux complexes et parfois un peu déroutants. Mais vous le savez, sur Tandem TV, nous apprécions beaucoup votre engagement et votre passion à éclairer sur ces questions et à éveiller les consciences. Alors j'espère vraiment que la prochaine fois qu'on échangera et qu'on discutera ensemble sur ces questions-là, vous le ferez peut-être en direct de Téhéran et qu'on pourra voilà, célébrer J'en serai heureux. la paix retrouvée. On serait heureux. Merci beaucoup, Merci Emmanuel, et infiniment. à très bientôt. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.